Alors, on a dit que la complexité algorithmique, c'est quoi? C'est cette double mesure des temps et d'espace mémoire. Parce que on veut dire qu'un algorithme, on veut quantifier sa performance. Pour quantifier cette performance, on doit la calculer. Et on doit calculer en fonction de quoi? On a dit qu'il y a deux types de complexité. Il y a la complexité temporelle qui permet d'indiquer la mesure de la durée d'exécution. Ça veut dire l'algorithme, il a pris combien de temps pour être exécuté. Il y a la complexité spatiale. La complexité spatiale, ça nous donne une idée sur combien le temps, combien d'espace mémoire il a occupé pour être exécuté. Ici, dans notre cours, on va aborder la notion de complexité de telle sorte qu'il soit la mesure, la double mesure des temps et espace mémoire. Alors, pour pouvoir, bien sûr, calculer cette complexité, puisqu'il combine la mesure de temps et espace mémoire, on doit l'avoir en fonction de quelque chose. Alors, la complexité, dans ce sens-là, il va être là il va être calculé en fonction de la quantité de ressources nécessaires pour traiter des entrées. La quantité de ressources nécessaires, ça veut dire la quantité de données. On va la calculer en fonction de la quantité des données. On verra ça par la suite. Donc, pour calculer la complexité, bien sûr, on peut la faire avec la méthode empirique, ça veut dire avec l'expérience. Donc, la méthode empirique, c'est quoi? Consiste à coder et exécuter de plusieurs algorithmes sur un jeu de données générées d'une manière aléatoire. Donc, à chaque exécution, le temps d'exécution de chacun des algorithmes est mesuré. Ensuite, une étude statique est entreprise pour choisir le meilleur. Donc, on a deux algorithmes, on calcule le temps d'exécution et on compare. Il y a des études statistiques, des calculs qui sont faits pour dire qu'il est le meilleur. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que ces résultats dépendent de la machine utilisée, dépendent du processeur, le temps d'accès au disque, le compilateur aussi. Donc, il y a un problème. On ne peut pas faire ça d'une manière simple parce que les paramètres changent. Alors, pour remédier à ce problème-là, toujours on a recours sur le côté mathématique. Toujours on a recours à des solutions mathématiques. Alors, pour remédier au problème de la méthode empirique, une notion de complexité plus simple mais efficace a été proposée. Alors, parce que c'est compliqué de comparer sur le temps d'exécution, sur l'espace mémoire, parce que les paramètres changent, le compilateur change, etc. Donc, les informaticiens, ils ont pensé à une méthode qui est mathématique. Cette méthode-là, c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Euh, donc, pour mesurer cette complexité, la méthode mathématique consiste non pas à la mesure en secondes, ça veut dire on ne va pas calculer en fonction des secondes, mais on va calculer en faisant le décompte des instructions de base exécutées en fonction des nombres des données. Les nombres des données, ça veut dire on a un tableau de taille de 1 à n. Donc, la complexité de cet algorithme-là, ça va jouer sur la quantité de données. Donc, on ne va pas la calculer en fonction des secondes, mais en fonction de n. N est le nombre des données. C'est bon? Et pour la complexité au sens mathématique, on ne va pas calculer une complexité d'une manière exacte. Donc, il n'est pas souvent pertinent d'essayer de quantifier trop précisément la complexité, vu qu'on raisonne au niveau de l'algorithme, bien sûr, et non pas dans l'implémentation. Donc, qu'est-ce qu'on va contenter? On va utiliser des outils mathématiques, de l'analyse, qui va nous permettre d'estimer cette complexité qui va se calculer en fonction de n avec un ordre de grandeur. Alors, si vous avez retenu en analyse, quels sont les différents ordres de grandeur qu'on peut utiliser pour quantifier ou bien pour comparer une fonction à une autre, si vous avez bien retenu les notions en analyse. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on peut calculer deux fonctions, par exemple? On utilise quoi comme grandeur en analyse? Calculer quoi?
On veut approcher le comportement d'une fonction à une autre fonction. Le grand O. Oui. Les développements limite, limites, madame. Développement limite. Développement limité, le grand O, oui. Qui a dit le grand O? En utilisant les courbes math. Oui, on utilise les courbes, oui. Qui a dit, qui a dit grand O? Moi, madame. Ayman? Oui. Oui, dans quel sens, si tu te rappelles bien? Et parce que dans le développement limité, à la fin, on fait un plus grand O de n, par exemple. Grand O de 2, grand O de n, grand O de n carré, ça dépend. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée. Donc, dans la complexité algorithmique, on va faire la même chose. On va utiliser les notations Landau, le grand O, le grand θ, le grand oméga. Mais on va utiliser principalement le grand O. Parce que le grand O, ça nous permet d'approcher le comportement d'une fonction à une autre fonction connue à partir d'un certain rang. Parce que ici, la complexité qu'on va calculer, c'est une complexité mathématique, mais ce n'est pas une complexité exacte telle qu'elle est, mais on va approcher la complexité qu'on va calculer à des fonctions mathématiques en utilisant les notations Landau, y compris bien sûr le grand O. Donc on va estimer Cn avec un ordre de grandeur. On va la calculer, on va dire que cette complexité, que la complexité de ces algorithmes-là, qu'on va calculer en fonction de ces données, on va l'approcher à une fonction bien sûr connue en utilisant le grand O. C'est bon? Donc c'est pour cela qui dit complexité algorithmique dit mathématique. Donc c'est une branche assez forte en mathématiques qui nous aide à calculer la complexité algorithmique. Alors, comme on a dit, la complexité algorithmique, on va l'approcher à un ordre de grandeur. Alors, c'est quoi cet ordre de grandeur? Ça s'appelle l'ordre de grandeur asymptomatique. Donc, on approche le comportement d'une fonction par rapport à une autre à partir d'un certain rang. Donc, et on va se servir de la comparaison asymptomatique. Alors, la comparaison asymptomatique est une méthode consistant à étudier la vitesse de croissance d'une fonction au voisinage d'un point ou à l'infini, en la comparant à celle d'une autre fonction considérée comme plus simple. Donc on va approcher, on calcule la complexité, on obtient une fonction et on va dire cette fonction, elle a presque le même comportement qu'une autre fonction connue en utilisant un ordre de grandeur, par exemple le grand O. Alors ces fonctions connues, ça va être souvent un polynôme, un exponentiel, logarithme, une constante, pourquoi pas, etc. Donc, vous allez comprendre par la suite. Donc, la première notation qu'on va utiliser, c'est celle que votre camarade a déjà citée, c'est le grand O. Alors, grand O, on dit grand O, ou bien c'est la borne supérieure asymptomatique. Alors, on prend une fonction g, notre fonction g, qui est ici une fonction positive, qui ne s'annule pas au voisinage de l'infini, bien sûr. On dit que f est asymptotiquement dominé par g. Regardez, on veut approcher le comportement de f par rapport à g à partir d'un certain rang. Donc, on dit que f est asymptotiquement dominé par g. On prononce f égale aussi grand O de g. Et on écrit f égale à grand O de g, ou bien f de n égale à grand O de g de n, si il existe une constante c telle que il existe un n0 supérieur ou égal à 0, tel que à partir de n qui soit supérieur à 0, on trouve que fn est inférieur à cg de n. C, c'est une constante positive non nulle. Ça veut dire, ici on peut dire que à partir du rang n0, si on trouve un c et un n0 tel que à partir de n0, regardez, lorsqu'on dépasse le n0 vers l'infini, voici notre fn. Donc voici notre fn.
Et voici notre fonction c fois gn. Donc, à partir de n0, qu'est-ce que vous remarquez? La courbe de c fois gn, elle est supérieure à fn. Donc, à partir de n0, à partir le rang n0, on dit que fn est asymptotiquement dominé par g. Ou bien, on dit que f, elle est grand O de g. C'est clair? Donc, fn, à partir du rang n0, il est dominé par g. C'est bon? Ça, c'est la notion de grand O. Voici un exemple. Le n plus 1 à la puissance au carré est un grand O de n carré. Ça veut dire, on peut dire que on veut dire par cette notation qu'on va utiliser beaucoup dans le calcul de la complexité, c'est que le comportement de n plus 1 au carré, il avoisine le comportement de n carré. Il est dominé par n carré. Parce que dans le calcul de la complexité, on ne va pas la calculer d'une manière exacte. On va l'approcher à une fonction. Généralement, cette fonction, c'est la fonction qui lui domine. On pourrait dire que le comportement de n plus 1, il est dominé par n au carré. Ça veut dire le terme dominant ici, c'est n carré. Alors, pour appliquer la définition, qu'est-ce qu'on a dit? Pour montrer que n plus 1 au carré est un grand O de n carré, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver quoi? On doit trouver le C par lequel la fonction g doit être multipliée et on doit trouver un n0 tel que lorsque n est supérieur à ce n0, on a fn il est inférieur à cgn. Notre fn ici, c'est n plus 1 au carré. Et notre g ici, c'est n carré. Donc on doit trouver une constante c telle que, à partir d'un ordre, à partir d'un chiffre tel que n est supérieur à ce chiffre, on trouve que n plus 1 au carré il est inférieur ou égal à 1c fois n carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, n plus 1 au carré, c'est quoi? Il y a un 2 qui manque ici, parce qu'ici, c'est une identité remarquable. N'est-ce pas? Il y a un 2 qui manque ici. Donc, n plus 1 au carré, c'est quoi? C'est n au carré plus 2n plus 1. Donc, on remarque lorsque n est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On a toujours que 2n, il est inférieur ou égal à 2n carré et 1, il est toujours inférieur à 1 carré. Donc voilà, nous avons trouvé notre n0. n0, c'est notre n0 qu'on cherche, c'est quoi? C'est 1. C'est 1, voilà. C'est 1. Donc, à partir de n supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que n plus 1 au carré, elle est inférieur ou égal à 4n carré. Donc voilà, nous avons trouvé qu'il existe ce c, nous avons trouvé cette constante c, et nous avons trouvé que à partir de n supérieur à 1, on a trouvé que n plus 1 au carré, il est inférieur ou égal à c fois n carré. C'est tel que c, nous l'avons trouvé, et il existe qui est le 4. Et le n0, nous l'avons trouvé qui existe et qui est 1. Donc on dit que n plus 1 est le grand O de n carré. Autrement, en utilisant les notions de développement limité, etc., on dit que, ou bien les polynômes, plutôt que les polynômes, c'est que ici, dans ce terme-là, c'est qui le terme dominant? Le terme dominant de ce polynôme-là, c'est le terme qui a le plus grand, qui a la plus grande puissance. Parce que ici, si on veut calculer la limite au voisinage de plus l'infini, si on fait n plus 1 au carré sur n carré,
Ça va? Ça va, ça tend vers quoi? Ça tend vers A. Ça veut dire le comportement de cette fonction et celle-là, ils sont à peu près similaires au niveau, au voisinage de plus l'infini. Donc on peut s'approcher le comportement de cette fonction-là à cette fonction qui est connue, le n carré qui est connu. Donc c'est ça la notion de la notation Landau. Bien sûr, on utilise ça pour avoir une échelle de comparaison. Alors, on dit, par exemple, une fonction, elle est bornée aux constantes, c'est un grand taux d'une constante. On dit qu'il est logarithmique, c'est un grand taux de log n. On dit qu'il est linéaire, c'est f, il est un grand taux n. Ça veut dire qu'il est dominé à partir d'un certain rho, dominé par n. Ici, dominé à partir d'un certain rho par log n. Ici, à partir d'un certain rho, il est dominé par f. Donc son comportement s'approche au comportement de son grand taux. C'est bon? On dit qu'il est quadratique, c'est f et les grands taux de n carré. Et on dit qu'il est exponentiel s'il existe une constante c supérieure strictement à 0, tel que f il est un grand taux de c à la puissance n. Et bien sûr, lorsque f est un grand taux de g, on dit que g est un ordre de grandeur de f. C'est bon? Donc, bien sûr, ici, on a certaines propriétés pour le grand taux. Bien sûr, dans les polynômes, regardez, les facteurs constants peuvent être ignorés. Par exemple, lorsqu'on a un polynôme, 3x à la puissance carrée, on peut écrire 3 à la puissance 3 fois x à la puissance carrée, c'est un grand taux de x carré. Donc on ignore les facteurs constants. Parce que le comportement qui nous intéresse, c'est celui de x. Alors remarquez, c'est lorsque x prend des valeurs très très grandes. Par exemple, x prend la valeur million. X million au carré fois 3, il s'approche à million à la puissance 2. Par exemple, ici, si on a un million ici, million à la puissance 2, multiplié par 3, on peut dire que son comportement s'approche à celui de million à la puissance 2. Parce que c'est énorme. Cette constante-là, ça ne va pas influencer. C'est pour cela qu'on peut les négliger. On peut dire que 3x à la puissance carrée, il est un grand taux de x carré. C'est bon? Une grande puissance de n croît plus vite qu'une puissance, ici au niveau des polynômes. Alors, une grande puissance de n croît plus vite qu'une puissance inférieure. Bien sûr, on a le n à la puissance 100, bien sûr, ça croît vite plus que n à la puissance 5. Donc, on peut dire que n à la puissance r, c'est un grand taux de n à la puissance s. Bien sûr, r bien sûr inférieur ou égal à s. Alors, le taux de croissance d'une somme de termes est le taux de croissance du terme le plus rapide en croissance, bien sûr. On va prendre, si on a un polynôme, on va prendre le terme qui a le coefficient le plus grand. Parce que la croissance de ce polynôme-là, il va être influencé par la croissance de son coefficient le plus dominant. C'est pour cela on dit que ce polynôme-là, c'est un grand taux de sa plus grande puissance qui est le n à la puissance 3. Parce qu'ici, on approxime le comportement. On ne va pas faire un calcul exact, c'est pour cela qu'on va utiliser ces notations Landau. Alors, les fonctions exponentielles sont plus rapides en croissance que les puissances polynômes, ça c'est sûr. L'exponentielle, c'est toujours, on dit que l'exponentielle, si on compare, on verra ça par la suite, on aura une graphe qui compare le comportement des différentes fonctions usuelles, on verra ça par la suite. Vous allez voir que l'exponentielle, vraiment, il croît d'une manière très puissante, elle est très rapide. Et bien sûr, les logarithmes, les logs de n, ils ont un même taux de croissance. On verra ça par la suite lorsqu'on va commencer à faire le calcul des complexités. Vous allez mieux
mieux acquérir ces notions-là. Donc, on va continuer toujours dans les notations Landau. On a dit il y a grand O, il y a aussi le grand oméga. Alors, puisqu'on a une borne supérieure, on a aussi une borne inférieure. Alors, on a une G, une fonction positive qui ne s'annule pas au voisinage de l'infini. On dit que f est asymptotiquement minoré par G. C'est la même chose. On prononce f égale grand oméga de G et on écrit f égale à grand oméga de G. Ou fn égale à grand oméga de G, c'est la même chose. Sauf que ici, fn, il va être supérieur à c fois gn. Donc, le graphe de fn à partir du rang R0, N0, il est supérieur à celui de C fois Gn. Donc, à partir du rang N0, la courbe de f est en dessous de celle de C fois G. Et en dessus plutôt. Ici, en dessus. C'est bon? Donc voilà, on donne un exemple, c'est toujours le même exemple. Alors qu'est-ce que ici, on veut montrer que n plus 1 au carré est un grand oméga de n carré. Donc on doit trouver le c, notre constante, et on va trouver notre n0. Donc en effet, pour tout n supérieur ou égal à 0, on a toujours le n plus 1 au carré, mais il est supérieur ou égal à n carré. Donc, regardez, où est notre C et notre N0? C'est 1. Oui, Le N0, c'est 0. c'est 0. Donc, on a trouvé C, c'est 1 et N0, c'est 0. Donc, alors celle-là, je la rectifie, c'est pas 2. Donc voilà, nous avons trouvé notre C, nous avons trouvé notre N0. Donc, n plus 1 au carré est un grand oméga de n carré. Il y a aussi la notion de grand θ. Grand θ, si lorsque on dit que f est un grand θ de g, c'est lorsqu'il est comprise entre une constante fois gn et une autre constante fois gn, à partir bien sûr d'un certain rang. Ça veut dire qu'il est encadré. Il a une borne inf avec la même fonction et une borne sup avec la même fonction. C'est bon? En cherchant bien sûr le N0, le C1, C2. Alors un exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Madame, prend un exponentiel, et un polynôme et deux polynômes, par exemple. Mais on va la comparer avec la même fonction. Ne cherchez pas trop loin. L'exemple qu'on vient de faire. Voilà. N plus 1 carré. Voilà. Avec n carré. Voilà, Mohamed, tu fais toujours preuve d'attention. Oui, puisque regardez, le n plus 1, elle est grand O de n carré et elle est grand oméga de n carré. Donc, c'est un grand θ de n carré. C'est bon? Parce qu'on a le C1 égal à 1, et on a le C2 qui est égal à 4, et on a le N0 qui est égal à 1, tel que, regardez, N plus 1 au carré, il est entre C1 N2 et C2 N2. Donc N plus 1 est un grand θ.
Donc, Fn est grand θ de G, ça veut dire que Fn est grand O de G et grand oméga de G. Donc, les mêmes. C'est bon? Quelle est la différence entre grand oméga et grand O? Grand oméga, c'est la borne inférieure. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le grand oméga? Regardez. Grand oméga, ça veut dire F est un grand O de G. Regardez le graphe. Le graphe de Fn se trouve où par rapport à C fois Gn? Inférieur. Inférieur. Donc, C fois Gn, c'est une borne supérieure. C'est bon. Pour le grand oméga, c'est l'inverse. Le grand O, c'est la borne supérieure, mais le grand oméga, c'est la borne inférieure. Regardez. Ici, regardez le graphe de F par rapport à C fois Gn. Cette fois-ci, Gn, c'est une borne inférieure de Fn. Donc, c'est ça, grand oméga. C'est bon? Mais généralement, pour la complexité, on va se servir plus de grand O. Parce qu'on cherche à... Parce qu'il y a des types de complexité, au meilleur de cas, de pire de cas. Donc, ils vont mieux comparer avec un grand O. C'est bon? Fn, c'est la borne supérieure de Gn. Oui, c'est ça, parce que c'est sa borne. On approxime le comportement. Parce qu'ici, dans le cours, on verra, on va chercher la complexité au pire des cas, parce que c'est celle la plus pertinente à calculer. Donc voilà, ça c'est un petit rappel mathématique, parce qu'on va utiliser ces notions-là, parce que juste pour vous dire que la complexité qu'on va calculer, c'est la complexité, c'est le coût d'un algorithme en fonction de ces données. On va faire une recherche sur un tableau de taille n, donc la complexité, ça va se calculer en fonction de ce n-là. Donc ça veut dire en fonction de la quantité des données. C'est bon? Parce qu'ici, c'est une complexité mathématique. On ne va pas la calculer en secondes, on ne va pas la calculer en nombre d'octets, mais on va la calculer en fonction de n. Ça veut dire la taille des données, parce qu'on veut quantifier ces complexités pour avoir une idée sur les performances d'un algorithme. Et pour calculer la complexité, on ne va pas la calculer d'une manière exacte. On va la calculer en utilisant des ordres de grandeur. Ça veut dire qu'on veut approximer le comportement de cette complexité par rapport à une fonction qui est connue. Les fonctions qu'on va utiliser, c'est la puissance, la fonction puissance, la fonction logarithme, la fonction exponentielle, la fonction constante. On va comparer par rapport à ces fonctions usuelles. Donc au fur et à mesure du cours, on va avancer sur ces notions-là. Donc voilà, dans la suite du cours, lorsqu'on va commencer à faire le calcul de la complexité, donc vous allez remarquer qu'on va souvent utiliser des sigmas. Ça veut dire des sommes usuelles que vous connaissez. Donc ici, voici un petit rappel de certaines sommes usuelles qu'on pourra rencontrer en calculant les complexités. Par exemple, la somme d'une constante de 1 à n. Ça va nous donner, bien sûr, c'est le n fois c. Une autre somme usuelle que vous connaissez, c'est la somme des termes de 1 à n. Ça va nous donner n fois n plus 1 sur 2. La somme de i au carré de i allant de 1 à n, ça va nous donner cette somme-là qui est le n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Alors, somme des n premiers termes d'une suite géométrique, vous le connaissez, ça se démontre d'une manière simple. Donc, c'est quoi? Ici, c'est une suite géométrique de raison Q. Sa raison, c'est Q. Donc, la somme de i allant de 0 jusqu'à n de q à la puissance i, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q.
qu'on va utiliser, on va rencontrer beaucoup ces sommations-là.